Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes rejoints aujourd'hui par le colonel Lawrence Wilkerson pour discuter de l'évolution de la politique étrangère des États-Unis au cours de la dernière décennie. Donc bienvenue à nouveau dans l'émission. Merci Glenn, heureux d'être avec vous. Donc, oui, la raison pour laquelle je souhaite discuter de l'évolution de la politique étrangère, c'est pour examiner les personnes qui façonnent ces politiques, leur idéologie ou même leur état d'esprit quant à la manière dont elles interagissent avec le monde. Je me suis dit qu'il serait intéressant de jeter un coup d'œil sur les 3 dernières décennies, de l'optimisme des années 1990 jusqu'à aujourd'hui, où l'on observe des attaques contre la dissuasion nucléaire russe, des attaques contre les réacteurs nucléaires iraniens et des défilés militaires aux États-Unis, ce qui ne correspond pas vraiment à la culture militaire traditionnelle du pays. Et je me suis dit, qui de mieux pour en parler que vous, puisque vous avez quitté l'université dans les années 1960 pour servir au Vietnam, êtes devenu pilote d'hélicoptère et avez gravi les échelons dans les années 1970 et 80. Vous étiez présent tout au long des années 90, avec cet optimisme et cette volonté de construire des nations. Et vous avez également vu ce qui a changé après le 11 septembre, avec la guerre mondiale contre le terrorisme. Bien sûr, la guerre en Irak a eu lieu lorsque vous étiez chef de cabinet de Colin Powell. Je peux me tromper dans mon interprétation, mais avez-vous été quelque peu désillusionné? Et puis bien sûr, il y a le chaos actuel. Je ne sais pas trop comment l'interpréter. S'il s'agit d'un manque de clarté stratégique dans un monde en mutation. Encore une fois, cela ne concerne pas seulement les États-Unis. Je constate aussi cet échec à s'adapter à la multipolarité en Europe. Nous semblons déterminés à combattre la Russie, l'Iran, la Chine, sans que personne n'apporte vraiment de clarté. Au lieu de cela, nous avons tendance à nous exprimer par des slogans émotionnels. Je me demandais comment vous percevez cette évolution depuis les années 90, les politiques générales et la manière dont les États-Unis concevaient la politique étrangère. Je considère cela comme brutal, rapide et catastrophique, et je ne saurais trop insister là-dessus. En tant qu'étudiant en histoire, particulièrement l'histoire d'après la Seconde Guerre mondiale, et en tant que professeur l'ayant enseigné à partir de 1948, je ne pense pas qu'il y ait eu un moment dans notre histoire, et certainement pas à l'époque de la guerre froide, où les choses ont changé aussi rapidement et aussi catastrophiquement. Permettez-moi d'illustrer cela clairement avec le 11 septembre. Cela se préparait avant le 11 septembre. Je pense que certaines des forces à l'œuvre derrière cela ont permis à George W. Bush d'accéder à la Maison-Blanche. Cela se préparait avant le 11 septembre. Mais le 11 septembre, comme la stratégie du clean break, pour ainsi dire, l'a indiqué, enfin, elle n'a pas mentionné le 11 septembre, mais elle disait qu'il nous fallait un événement du type Pearl Harbor. Cela leur a donné leur Pearl Harbor. Et depuis, le gouvernement des États-Unis est plus ou moins contrôlé par ce que les gens aiment appeler l'État profond. Je ne l'appelle pas aussi souvent l'État profond que je parle des oligarques, qui sont le véritable pouvoir en Amérique, comme ils l'ont toujours été tout au long de notre histoire. Mais maintenant, ce sont eux qui dirigent. Et ils ont un clone comme président des États-Unis. Un clone politique talentueux qui sait très bien jouer avec le système et l'époque. Mais il exécute encore plus leur volonté que les présidents précédents. J'ai vu cela se produire avec un président qui, à mon avis, n'était pas conscient de ce qui lui arrivait après le 11 septembre. Je suis allé me procurer une traduction anglaise d'une des fatwas publiées par Ben Laden, qui était assez articulée. Et il m'a semblé, et j'en ai même discuté avec le président du comité des chefs d'état-major interarmés, que certaines des choses que nous avons faites par la suite, même à l'époque de H.W. Bush,
mais surtout lorsqu'il est devenu secrétaire d'État et que nous en avons rediscuté, semblait répondre au désir de Ben Laden qui était, en substance, non pas de tuer des gens à New York, non pas de faire s'écraser des avions sur des bâtiments. C'était simplement la méthode. Il s'agissait de mettre l'Empire sur une trajectoire qui le conduirait à sa propre destruction. Faisant écho à Lincoln qui disait que même si tous les Napoléons du monde traversaient les Adirondacks, ils ne pourraient pas vaincre les États-Unis. Nous nous vaincrions nous-mêmes. Ben Laden l'a compris, et il a fait ce qu'il a fait essentiellement pour amorcer le démantèlement de l'Empire américain. Et je pense qu'à bien des égards, ces personnes se sont retrouvées impliquées dans cet événement, dans les conséquences de cet événement, la guerre mondiale contre le terrorisme. On me dit maintenant, par une autorité compétente, que nous y avons dépensé 21 000 milliards de dollars. Tout cela faisait partie de leur objectif, dominer le monde et empêcher l'émergence d'un monde multinodal. Je préfère multinodal à multipolaire. Je n'aime pas l'idée de pôles qui surgissent un peu partout dans le monde. C'est l'expression de Chas Freeman, l'ambassadeur Chas Freeman, la multinodalité. Et je trouve que c'est plus précis, plus descriptif. Mais il ne voulait pas de ça. Nous étions le roi et nous devions le rester. Et maintenant, il contrôle les rênes du pouvoir dans tous les aspects de notre gouvernement. Au Congrès, à la Cour suprême et à la présidence. Ils ont un clone à la présidence, comme je l'ai dit, dans une certaine mesure, mais c'est encore mieux pour eux, parce qu'en réalité, ce sont eux qui dirigent tout en coulisses. Steve Miller, par exemple, est celui qui organise la mouvance souterraine dans ces émeutes qui ont lieu, comme à Los Angeles. Si vous avez écouté le chef de la police de Los Angeles, il a donné une description très éloquente de ce qui se passe. En journée, nous avons de véritables manifestants qui ont tous les droits constitutionnels de faire ce qu'ils font, et nous les protégerons. Nous essaierons de maintenir l'ordre. Mais la nuit, une mouvance souterraine arrive, brûle des voitures, brise les vitrines des bâtiments, vole, pile, tire et tue. C'est une mouvance qui est cultivée. Elle est cultivée pour faire partie de ce qui s'annonce. Et je crains énormément ce qui va arriver sur le plan intérieur dans ce pays. Je pense que beaucoup de gens l'ont vu de la même manière, à savoir que certaines des forces néoconservatrices les plus extrêmes ont largement profité du 11 septembre pour promouvoir une politique étrangère beaucoup plus militariste afin de faire avancer l'hégémonie. Mais ce que vous avez dit à propos de Ben Laden m'a interpellé, car comment la réaction de l'Amérique pourrait-elle aboutir à l'épuisement de l'Empire? Parce que je me souviens qu'en 2007, sans vouloir comparer le président Poutine à Ben Laden, mais à Munich en 2007, il a dit que l'unipolarité n'était pas seulement un désastre pour leurs pays et pour le monde, mais il a aussi affirmé que l'Empire lui-même finirait par souffrir de l'effort d'être le seul centre du monde. Quels sont, selon vous, les mécanismes à l'œuvre ici? Je pense que Poutine a raison. C'est pour la même raison qu'il ne veut pas toute l'Ukraine. Bien que, comme le dit Clausewitz dans Vom Krieg, la dynamique de la guerre, la friction de la guerre, la réalité de la guerre peuvent modifier ses calculs, et il va être contraint de prendre des endroits comme Odessa, parce que les États-Unis et l'Europe en particulier ne céderont pas. Et on ne peut pas simplement rester sur le champ de bataille. Encore une fois, reportez-vous à Clausewitz. On ne peut pas simplement rester sur le champ de bataille en se reposant sur ses mérites et ses victoires. Il faut faire quelque chose pour consolider ces victoires et pour façonner l'avenir tel qu'on l'espérait au départ. C'est une perspective sombre en ce moment pour Poutine, mais je pense qu'il avait raison de l'analyser ainsi. Tout pays qui tente aujourd'hui d'être, par exemple, comme l'étaient les Perses, ou même l'Empire romain d'Orient, principalement oriental, qui a duré bien plus longtemps que l'Occident.
Mais même si on les examine de près, on voit qu'ils ont passé des accords. Ils ont fait des compromis, notamment des accords commerciaux et économiques, en ce qui concerne les itinéraires, les produits, etc. Nous ne sommes prêts à rien faire avec qui que ce soit, sauf à les dominer, soit par les bombes, les balles et les baïonnettes, soit par les sanctions, ou le plus souvent par les deux. Et il disait, Poutine disait, Ben Laden disait, cette attitude envers le monde détruira l'Empire. On peut dire qu'il était très prophétique. Poutine disait de façon très concrète que c'est précisément ce qui est en train de se passer. Quiconque essaye, Poutine, si j'essaie de revendiquer l'Ukraine comme mienne et de la contrôler, j'aurai une guerre de guérilla interminable. Et ce sont de rudes combattants de la guérilla. Croyez-moi, retournez voir la Seconde Guerre mondiale. Si vous essayez de contrôler le monde, vous avez un problème encore plus grand, un problème incroyablement ingérable. Et c'est ce que nous essayons de faire. C'est ce que nous essayons de rétablir parce que nous l'avons perdu, du moins en ce qui concerne le monde occidental et une partie du reste du monde aussi, certainement l'Asie du Nord-Est, quand la guerre froide a pour ainsi dire tourné en notre faveur. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est aussi curieux. Tout universitaire qui a vraiment étudié la question vous dira que nous n'avons pas gagné la guerre froide. Mikhail Gorbatchev a abandonné. Et il a abandonné parce qu'il a compris que le système établi par les soviétiques était en train d'échouer de façon spectaculaire, surtout sur le plan économique. Et il voulait changer quelque chose. Il pensait que la perestroïka et la glasnost y parviendraient. Mais ce que cela a vraiment provoqué, c'est un chaos dans lequel nous nous sommes engouffrés. Anatoly Chubais, Larry Summers et d'autres de ce genre, qui ont fait fortune grâce aux ventes à la découpe de tout ce que les soviétiques avaient construit en matière d'industrie lourde, au profit des oligarques, y compris dans l'industrie pétrolière. Et nous avons contribué à cette détérioration, si l'on peut dire. Mais Poutine est arrivé, a repris la situation en main, l'a gérée et a remis la Russie sur pied. Nous n'aimons pas cela. Alors nous essayons de les faire tomber à nouveau. On ne peut pas faire ça. On ne peut tout simplement pas faire ça. Si l'on s'engage sur la voie de l'hégémonie mondiale, on est condamné. Mais on peut entraîner beaucoup de monde avec soi. Oui, c'était il y a un peu plus d'une semaine. J'étais à Tbilissi, en Géorgie, lors d'un panel avec Jack Matlock. Et lui, bien sûr, était là pour négocier à la fin de la guerre froide. Et pendant ce panel, il n'a cessé de marteler ce point également. Nous n'avons pas gagné la guerre froide. Ce n'est pas un faux argument. Au contraire, il soulignait, comme il l'a écrit ailleurs, à quel point c'est très dangereux. Dès que l'on commence à revendiquer la victoire, on s'arroge le droit de dicter les conditions de la paix qui suit, ce qui devient une paix hégémonique. Et selon ses mots, je ne suis pas sûr qu'il ait utilisé exactement ces termes, mais c'était bel et bien un coup de poignard dans le dos des Russes. Mais encore une fois, en s'engageant dans cela a posé le récit ou la légitimité d'un projet impérial, un centre unipolaire pour organiser le monde, quelque chose qui ne serait pas durable à long terme. Cela finirait, encore une fois, par épuiser les États-Unis et inciter d'autres puissances à contrebalancer l'Amérique. C'est pourquoi j'ai trouvé que le 11 septembre était un moment intéressant, car je pense qu'en 2001, les États-Unis avaient environ 5 000 milliards de dollars de dettes, et leurs principaux adversaires, que ce soit la Chine ou la Russie, avaient pour principale politique de s'aligner le plus étroitement possible avec les États-Unis. Aujourd'hui, la dette s'élève à 37 000 milliards de dollars et leur principale politique est de coopérer pour contenir les États-Unis. Et 50 000 milliards de dollars, selon le Bureau du budget du Congrès, dans environ 8 ans, avec un paiement d'intérêt annuel de 2 000 milliards de dollars.
Eh bien, rien qu'en regardant ces chiffres, il faut pouvoir réfléchir un peu à la question de savoir si nous n'avons pas choisi la mauvaise voie ici et comment corriger le tir, car cela n'est certainement pas durable. Mais ce qui est intéressant avec la guerre en Irak, même si cela fait maintenant plus de 22 ans, c'est que cela s'est produit immédiatement après le 11 septembre. Je me souviens encore que beaucoup de mouvements, de sentiments, d'émotions militaristes étaient encore très présents dans l'air en termes de justification. Et étant donné que vous étiez là en tant que chef de cabinet de Colin Powell, quel était le sentiment que vous ressentiez à ce moment-là? Qu'avez-vous vécu, sachant que c'était vraiment l'époque où les néoconservateurs ont pris le contrôle de la politique étrangère américaine? À l'été 2002, lorsque Richard Haass est arrivé, l'ambassadeur Richard Haass, le directeur de la planification politique au département d'État, a rejoint notre réunion à 8h30, je crois, et a annoncé qu'il venait d'avoir Condi, le Dr Rice, la conseillère à la sécurité nationale, au téléphone, comme il le faisait presque tous les jours, et qu'il a dit que nous allions faire la guerre à l'Irak. J'ai failli tomber de ma chaise. La plupart des 25 planificateurs politiques présents ce jour-là ont eu la même réaction. Nous avons un peu approfondi la question après la réunion. Ce n'était qu'une annonce préliminaire. Ensuite, nous avons eu la réunion. Mais il y avait beaucoup de chuchotements autour de la table. Et les 3 personnes responsables du Moyen-Orient au sein de l'équipe de planification politique et moi-même nous sommes retirés dans mon bureau après et nous nous sommes dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que tu étais au courant de quelque chose? » Non, 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 non. Que pensez-vous qu'il se passe? Eh bien, peut-être que nous allons le découvrir. Au fil des semaines suivantes, nous avons découvert que l'administration détournait effectivement son attention de l'Afghanistan pour se concentrer sur l'Irak. Nous n'arrivions pas à comprendre cela. Nous avons mené des recherches, nous avons réfléchi à ce que ça pouvait signifier, et puis bien sûr la situation a évolué, et elle a évolué de façon spectaculaire pour moi, car à cette époque, en août 2002, si je me souviens bien, j'étais devenu le chef de cabinet de Colin. Donc il m'est apparu très clairement, à l'approche de cette période, qu'il s'agissait de quelque chose de vraiment radicalement différent de ce à quoi tout le monde s'attendait. D'ailleurs, Richard travaillait sur ordre du secrétaire pour, je cite, « rendre les sanctions plus intelligentes à l'égard de l'Irak ». Fin de citation. C'était sa principale mission en tant que directeur de la planification politique, car les sanctions faisaient du tort aux enfants irakiens. Il faisait du mal au peuple irakien. Il ne faisait pas de mal à Saddam Hussein. C'est donc sur cela que nous nous concentrions. Et tout à coup, maintenant nous voyons l'administration envisager d'entrer en guerre et de renverser Saddam Hussein. Toutes sortes de discussions ont eu lieu, des discussions professionnelles, militaires, entre le secrétaire et moi. Que se passe-t-il lorsque nous détruisons cet équilibre des pouvoirs? Notre conclusion? Eh bien, il nous faudra occuper le terrain au Moyen-Orient pour rétablir cet équilibre des pouvoirs, l'équilibre entre Bagdad et Téhéran et vice-versa, qui avait été soigneusement élaboré, souvenez-vous, après la première guerre du Golfe. Nous avons même permis aux chiites de se soulever, et nous ne les avons pas, vous savez, aidés à renverser Saddam Hussein, parce que nous ne voulions pas renverser Saddam Hussein. Nous voulions que ces 2 personnes se défient du regard à travers le golfe Persique et se neutralisent mutuellement, afin que nous n'ayons pas à intervenir massivement dans la région pour le faire. Eh bien, regardez-nous aujourd'hui. Nous avons plus de 50 000 soldats, pour la plupart non protégés, stationnés au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Arabie Saoudite, en Égypte et ailleurs. Ils sont très vulnérables en ce moment. Et nous avons aussi un gouvernement à Bagdad qui vient d'être survolé par Israël attaquant l'Iran et qui a essentiellement dit « dégagez d'ici ». Je veux dire, nous partons de toute façon, mais il demande d'accélérer le départ.
Voilà où nous en sommes aujourd'hui, avec ce chaos que nous avons créé. Et bien sûr, je crois que Tom Friedman, je lisais son article dans le New York Times ce matin. Je ne lis pas souvent Friedman, je ne l'aime pas beaucoup, mais dans ce cas, ses derniers mots étaient plutôt prémonitoires. Après avoir passé en revue tout ce qu'Israël avait gagné, et entre parenthèses, ce que les États-Unis avaient gagné en utilisant leur chien d'attaque, Israël, il a dit ceci. D'accord, tout semble se passer et aller dans le sens d'Israël et en fin de compte, des souhaits des États-Unis, mais méfiez-vous des piliers qui s'effondrent. C'est une citation directe. Méfiez-vous des piliers qui s'effondrent. En d'autres termes, la chute de l'Empire perse. Méfiez-vous de cela. Et la première chose que je dirais, c'est ce que j'ai dit au secrétaire Powell, et il savait de quoi je parlais parce qu'il était aussi un militaire. J'ai dit, Monsieur le secrétaire, pourquoi quelqu'un pense-t-il qu'à cause de la haine que nous avons pour les Perses à cause du renversement du Shah, et c'est en grande partie de cela qu'il s'agit pour les États-Unis, ce n'est pas une raison d'État rationnelle. C'est la haine viscérale de l'Iran à cause de ce qu'ils ont fait, 444 jours d'otages, et ainsi de suite. C'est notre principale motivation. Et je sais que les gens n'y croient pas, mais ils n'ont jamais été au gouvernement. Ils ne comprennent pas ce que ressentent ces personnes, et ils gardent rancune pendant très, très, très longtemps. Alors, j'ai dit au secrétaire, si vous regardez cela d'un point de vue purement réaliste, qu'est-ce qui fait penser à quelqu'un qu'un pays de près de 90 millions d'habitants, dont plus de 50% sont perses, avec une histoire de 5000 ans, une fois débarrassé d'un gouvernement théocratique et doté d'un nouveau gouvernement, espérons-le, démocratiquement élu, comme Mossadegh en 1953, que nous avons renversé, que leurs intérêts nationaux vont changer. Et il m'a regardé et a dit, c'est un très bon point. Oui, leurs intérêts nationaux ne vont pas changer. Ils se trouvent dans une région du monde très dangereuse, et Israël est un élément majeur de ce danger. Les États-Unis les soutiennent. Alors qu'est-ce qui te fait penser qu'un gouvernement installé en Iran, de quelque manière que ce soit, aurait des intérêts nationaux différents de ceux de l'Iran actuel, vis-à-vis d'Israël et des États-Unis, et j'oserais dire vis-à-vis de ses voisins de l'autre côté du Golfe. C'est de cela que Tom parle. Attention aux piliers qui s'effondrent. Si tu fais tomber ce gouvernement, il faut se demander ce que tu vas obtenir à la place. Comment ce gouvernement va-t-il tomber et à quoi ressemblera le chaos? Et, au fait, que deviennent tous ces équipements nucléaires cachés sous terre qu'ils n'ont pas encore utilisés? Où vont-ils aller? Et au fait, nous avons vécu avec le Pakistan et l'Inde, même si cela a parfois été dangereux. Pourquoi ne pourrions-nous pas vivre avec un Iran au seuil du nucléaire au moins? Et Israël, la puissance nucléaire la plus dangereuse du monde. Ni la Russie, ni la Corée du Nord, ni la Chine, Israël. Et la deuxième puissance nucléaire la plus dangereuse au monde, tenez-vous bien, ce sont les États-Unis d'Amérique, qui, après tout, comme Poutine et Sergueï Lavrov l'ont laissé entendre l'autre jour, a utilisé des armes nucléaires pour tuer des centaines de milliers de personnes. Un seul État dans le monde, et qui est en déclin, et qui est en plein chaos financier, qui très bientôt, sous le mandat de Trump, connaîtra probablement une crise économique égale ou supérieure à la Grande Dépression. Qui pourrait utiliser des armes nucléaires à l'avenir pour, disons, panser ses plaies ou mettre fin à la destruction de son empire? Les États-Unis. C'est une perspective effrayante, mais c'est une conclusion à laquelle toute personne ayant un sens de l'histoire et une conscience de la situation mondiale actuelle ne peut qu'arriver. Je peux vous décrire de nombreux scénarios où cela pourrait se produire, que ce soit en Asie du Sud-Ouest, en mer de Chine méridionale ou ailleurs. Et il y a une autre question à laquelle les gens ne répondent pas. Pourquoi la Corée du Nord, nous avons conclu,
Dans le groupe de travail spécial que nous avions au département d'État, qui était l'un des meilleurs groupes de travail auxquels j'ai jamais appartenu, plus de 70 personnes issues de différents organismes qui ont tous travaillé sans relâche pour traiter la question nord-coréenne. Nous avons conclu qu'il s'agissait d'un État criminel, fondamentalement un État criminel. D'accord, ils ont l'arme nucléaire. Pourquoi pouvons-nous apparemment coexister avec la RPDC, mais pas avec l'Iran? Parce que la RPDC possède des armes nucléaires. Quel genre de motivation cela représente-t-il pour les pays qui aspirent à ce statut? Et nous avons aussi traité cela avec le réseau AQ-CAN. Les gens seraient probablement choqués si je leur disais combien de pays nous avons découverts dans ce réseau qui cherchait à se doter d'armes nucléaires. Ils seraient surpris par certains des noms de ces pays. Mais nous avons dissuadé la plupart d'entre eux. Nous avons même dissuadé la Libye. Et regardez ce qui est arrivé à la Libye. Ce n'est pas un monde pacifique que nous construisons. Et ce n'est pas une hégémonie que nous bâtissons. Ce que nous créons, c'est une sorte de catastrophe collatérale pour d'autres pays dans le monde, et ils en prennent de plus en plus conscience. Une catastrophe ultime pour l'Empire. Je pense que c'est un excellent point. On part du principe que s'il y a un changement de régime en Iran, le gouvernement qui le remplacera aura forcément des intérêts différents de l'actuel. Parce qu'on continue de dire que la solution, c'est toujours le changement de régime. On veut un changement de régime en Russie, en Chine. Mais on suppose toujours que ce qui suivra sera plus favorable. Mais il faut garder à l'esprit que l'une des raisons pour lesquelles l'Iran s'est retrouvé avec cette théocratie, c'est après le renversement de Mossadegh en 1953, puis bien sûr, après avoir vécu sous le Shah pendant plus de 2 décennies. Donc oui, c'est le cas. Vous venez de mettre le doigt dessus pour l'Empire. Ce que l'Empire entend par changement de régime, c'est qu'un régime arrive au pouvoir et lui sert de laquais. Mais je pense que c'est un problème. Lorsque nous avons ces guerres permanentes, nous devons toujours légitimer ce qui ne devrait pas l'être. Nous ressentons ce besoin de mentir au public, pour vendre les guerres, et aussi de diaboliser les adversaires, comme l'Iran, au point que la paix n'est même plus envisagée comme une possibilité. Parce que, eh bien, pensez-vous qu'il y avait une opportunité d'accord avec l'Iran? Parce que d'après ce que je comprends, les États-Unis eux-mêmes, leurs agences de sécurité, de renseignement, ne croyaient pas vraiment que l'Iran poursuivait un programme d'armes nucléaires. Ce n'est peut-être plus le cas d'ailleurs, après cette attaque surprise contre ses réacteurs nucléaires. C'était ignominieux. C'était digne de Yamamoto et du Japon impérial, de Saddam Hussein, face au Koweït. Et je raconte cette histoire, je l'ai déjà racontée plusieurs fois et je ne me lasse jamais de la raconter. Lorsque nous faisions face à la perspective d'une grande guerre en Irak pendant la période que nous appelons « bouclier du désert », alors que nous rassemblions plus de 600 000 soldats de la coalition en Asie du Sud-Ouest pour chasser l'armée de Saddam du Koweït, la résolution de l'ONU disait essentiellement « Eh bien, je suis allé voir Powell avec un document d'une page parce qu'il me l'avait demandé. Je l'ai classifié au plus haut niveau. Je lui ai donné toutes les classifications possibles. J'en ai fait une seule copie et je suis allé lui présenter parce qu'il me l'avait demandé. » Et il l'a lu. Et il m'a dit « Luo, c'est vraiment un excellent travail. C'est même brillant. Mais il n'y a aucune chance que je le fasse. » Et je savais ce qu'il allait dire, ou du moins j'en avais une bonne idée. Il a dit « C'est ce que font les tyrans. Ils mentent à leur propre peuple. Ils mentent au monde, puis ils sont démasqués dans ce mensonge lorsqu'ils remportent la victoire grâce à lui. Je ne ferai pas cela. » Cela m'a rappelé ce que j'avais lu à propos de Henry Stimson, je crois, qui disait, naïvement, dirait-on aujourd'hui, « Les gentlemen ne lisent pas le courrier d'autres gentlemen. »
C'est une déclaration très naïve, mais Stimson le pensait vraiment, et Powell aussi. Il n'allait pas participer à quelque chose qui, pour réussir et créer la surprise que nous voulions, exigeait de mentir au peuple américain et à la communauté internationale. Il n'allait pas faire ça. Il avait plus confiance dans la capacité de l'armée américaine à accomplir ce qu'elle devait faire sur le champ de bataille sans ce genre de surprise tactique. Nous avons tout simplement jeté cela à la poubelle. Donald Trump a tout jeté à la poubelle et s'en est vanté ensuite. Il était ravi après coup. Nous leur avons dit que nous allions négocier samedi, nous les avons pris au dépourvu, puis nous les avons attaqués. D'accord, Yamamoto. D'accord, Saddam Hussein, c'est ça ce qu'on fait en Amérique? Oui, apparemment c'est le cas. Nous sommes vraiment un empire désormais. Oui, il ne m'en faut pas beaucoup pour être choqué ces temps-ci. Mais malgré tout, cela m'a choqué. La façon dont il parle de nous en essayant, comment dire, d'endormir l'Iran dans un faux sentiment de sécurité en évoquant les négociations, alors qu'en plein milieu de ces négociations, il préparait l'attaque du lendemain. Et nous tuons des gens dans leur lit, en présence de leur famille. Je veux dire, c'est un acte typiquement israélien, mais ils l'ont fait à fond. Ils ont décapité l'armée et ils ont décapité la tête du complexe de sciences nucléaires. Trump l'a même écrit dans un tweet, si je ne me trompe pas, que les autres personnes avec qui nous négocions, ils sont morts. Exactement, c'était du théâtre. MORT. Y a-t-il la moindre chance que les États-Unis n'aient pas été impliqués dans cette attaque surprise? Parce que Rubio a essayé de minimiser l'affaire, comme si cela n'avait rien à voir avec nous. Mais ensuite, Trump dit quelque chose de très différent. Trump a mis Rubio dans une position très délicate, et Rubio a sauté. Il est probablement un candidat potentiel à la présidence. Trump ne l'aime pas, ne veut pas qu'il soit candidat à la présidence. Il veut l'humilier. Il a très bien réussi à l'humilier. Ou alors Rubio a tout simplement menti, parce que ce qu'il a dit n'était pas vrai. Et c'était vraiment de la mauvaise foi, parce que toute personne qui connaît un tant soit peu la situation sait qu'il a menti. Cela ressemblait à un mensonge vraiment stupide pour protéger des citoyens américains non protégés dans la région. C'est une bonne motivation. Mais si vous avez cette motivation, monsieur le secrétaire, qu'avez-vous dit au président quand vous saviez qu'il était complice de cette attaque surprise contre l'Iran qui, sans aucun doute, les mettrait en colère, au point qu'il pourrait envoyer des missiles sur ces Américains non protégés? Je pense qu'il s'est tout simplement fait embobiner par Trump. Je me demande ce que valent les suggestions de Trump selon lesquelles l'Iran devrait revenir à la table des négociations après leur avoir planté un couteau dans le dos. Mais comment pourrait-il le faire maintenant? L'une des raisons pour lesquelles il a été possible de tuer tous ces scientifiques nucléaires, c'est justement la transparence exigée par l'AIEA. Je me demandais si tu avais réfléchi à la façon dont l'attaque contre la dissuasion nucléaire de la Russie était liée à cela, car il y avait certains points communs. Par exemple, ils ont fait venir des drones qui ont été lancés depuis l'intérieur du pays. De plus, le fait que les Russes stationnent leurs bombardiers nucléaires à l'extérieur faisait partie du contrôle des armements. Le fait que l'Iran soit transparent sur ses scientifiques nucléaires, où ils se trouvent, ce qui est situé où, était aussi dû à la transparence exigée par les traités sur les armes. Je veux dire, ça va avoir des conséquences immenses, non? Et puis comment interprètes-tu les similitudes entre les attaques contre, disons, les installations nucléaires dans chaque pays? Les drones en particulier, mais aussi une grande partie de tout cela en général, me montrent très explicitement qu'en Ukraine et ici en Iran, le MI6, le Mossad et la CIA
ont été fortement complices tout au long de ces événements, et je dirais depuis des mois. Cela devient en quelque sorte une équipe de relais, si l'on peut dire, même si 3 pays, c'est beaucoup pour une équipe de relais, dans ces événements à la périphérie de l'Empire. Ces entités de renseignement, qui sont désormais les 3 yeux, si l'on peut dire, sont déterminées à faire toutes sortes de choses. On peut se demander de temps en temps, surtout moi ayant été au gouvernement et ayant vu cela se produire, si le Conseil de sécurité nationale, voire le président lui-même, est réellement conscient de certaines des choses qu'ils font. Et avec Donald Trump, je peux vous dire la façon dont il gère les renseignements. Je peux presque vous l'affirmer catégoriquement. Il n'est pas totalement au courant de ce qu'ils font. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela veut dire que beaucoup de choses, des actes ignobles, sont commis au nom du peuple américain sans que ce peuple n'en ait la moindre connaissance. Je pense que cela, en soi, est une évolution dangereuse. Et je me demande ce que Tulsi Gabbard en pense et ce qu'elle pourrait éventuellement faire à ce sujet si tant est qu'elle ait une quelconque visibilité. Parce que ce que j'ai vu lorsque nous avons créé le DNI et avant cela, lorsque George Tenet, par exemple, était un directeur traditionnel de la CIA qui a transmis la direction de l'agence à son adjoint John McLaughlin, puis il est devenu le directeur du renseignement national, le DNI, après le changement de la loi. Mais cela a compliqué les choses, car il y avait un homme qui était investi à la CIA, qui était aussi censé superviser les 15 autres entités, désormais 16, depuis la création du DNI. Et voici une mesure prise par le Congrès qui illustre bien ce que je disais. Avec une grande appréhension, il n'avait jamais envisagé, il y avait eu de nombreux arguments solides et éloquents de la part d'hommes comme Sam Nunn de Géorgie, membre de la Commission des Forces armées du Sénat, que nous ne pourrions jamais faire cela, jamais regrouper tous les instruments très dangereux du renseignement américain sous l'autorité d'une seule personne. Nous l'avons fait avec le DNI, et le Congrès a un peu reculé, et j'ai eu connaissance de certaines de ces discussions au Sénat. Ils ont reculé un peu en ne donnant pas au DNI ce que nous appelons le pouvoir sur les personnes et le pouvoir sur l'argent, c'est-à-dire leur propre budget qui rivaliserait avec celui de toute autre entité du complexe, et la capacité pour le DNI de débaucher quelqu'un comme Tom Fingard, par exemple, ou John Negroponte, ou qui que ce soit, et de le placer ailleurs. Et la crainte était qu'ils en débaucheraient beaucoup de l'INR au département d'État, car c'est la meilleure communauté du renseignement au sein du gouvernement américain. Eh bien, on m'a dit que Trump avait promis à Tulsi, pour la convaincre d'accepter le poste, qu'il rectifierait cela. Il ferait en sorte que le Congrès lui accorde de l'argent et du pouvoir sur les gens. On me dit maintenant que cela n'a pas eu lieu. Donc c'est vraiment une créature inefficace, sans capacité, sans pouvoir réel pour gérer la complexité, si c'est vrai. Je me demande donc ce qu'elle pense en ce moment, car je crois qu'elle est l'une des rares personnes dans l'administration Trump qui, premièrement, réfléchit clairement, deuxièmement, possède une certaine humanité, de l'empathie, de la sympathie, des choses comme ça, des caractéristiques humaines. Et troisièmement, qu'elle va souvent s'exprimer si elle sent que la situation est vraiment défavorable. Je me demande donc ce qu'elle pense de tout cela en ce moment. Je me suis senti un peu rassuré lorsqu'elle a obtenu ce poste de haut niveau, parce que, comme tu l'as dit, elle semblait avoir certains principes en place, et elle représentait la grande opposition aux néoconservateurs et à ces guerres sans fin. Mais maintenant, encore une fois, avec les attaques contre la Russie ainsi que l'Iran, je suppose qu'il y a une autre similitude. J'ai parlé avec Jeffrey Sachs de la question russe, et lui non plus n'était pas sûr que Trump ait perdu le contrôle de son gouvernement ou s'il était au courant.
Donc soit c'est de l'incompétence, soit c'est de la tromperie et de l'agressivité. Mais c'est la même chose pour l'Iran, je suppose. Soit il n'a pas le contrôle de son gouvernement, soit il a trompé les Iraniens depuis le début, prévoyant de les poignarder dans le dos au moment où ils étaient le plus vulnérables. Je suis d'accord avec Jeffrey. Et j'ai tendance à penser que Trump n'a pas le contrôle et qu'il ne fait que ramasser les morceaux après coup. Oui, ça pourrait être encore plus effrayant. Je sais, Si c'est de l'incompétence, si c'est une perte de contrôle, parce qu'alors, ce sont les agences de renseignement et les éléments néoconservateurs de son administration qui agissent sans retenue. Mais je voudrais, ma dernière question portait sur, laissez-moi juste dire une chose. cela appelle ce commentaire, c'était comme ça sous la première administration Bush. Incompétence. Non, Cheney et les néoconservateurs faisaient ce qu'ils voulaient autour d'un président qui ne savait même pas la moitié du temps ce qu'il faisait. Vraiment? Oui, ce président n'avait aucune expérience, absolument aucune. L'une des raisons pour lesquelles il a engagé Powell, nous sommes allés au Texas et le gouverneur Bush a parlé à Powell. L'une des raisons pour lesquelles il a engagé Powell au départ, c'était parce qu'il voulait une personne talentueuse et expérimentée, dotée d'une expertise militaire ainsi que de compétences diplomatiques. Il le voulait à un poste clé au sein du Conseil de sécurité nationale, un domaine qu'il connaissait parfaitement. Powell avait été à la fois adjoint et conseiller à la sécurité nationale auprès de Reagan, et il était là pour l'aider. Mais cela a disparu très rapidement. Cela a disparu parce que Cheney y voyait une opposition à ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire être président. Et il est devenu président pour la sécurité nationale. Le seul dossier que Bush avait était No Child Left Behind et le VIH-Sida. C'étaient les seuls, et le président ne le savait même pas. Le président pensait qu'il dirigeait le pays. Cheney dirigeait le pays dans tous les aspects importants de la politique étrangère et de sécurité. Ensuite, Cheney a compris, Bush l'a compris après le premier mandat, et il a renvoyé Rumsfeld et mis Cheney au placard. Et son second mandat, si on y regarde de près, est bien meilleur que le premier, surtout en matière de sécurité et de politique étrangère. Nous avons récupéré l'Allemagne, nous avons fait quelques réparations, nous avons un peu arrangé les choses, et Condi est devenu secrétaire d'État et a eu une relation très étroite avec Bush. C'était donc une meilleure équipe, si l'on veut, en termes de succès diplomatique ou autre. Mais ce n'était précisément pas le cas lors du premier mandat, pour les mêmes raisons. George Bush s'y intéressait, George Bush lisait, George Bush avait une certaine connaissance de l'histoire, pas beaucoup, mais un peu. Trump est totalement une énigme dans tous ces domaines, sauf que tout le monde sait qu'il ne lit pas, qu'il ne s'intéresse pas à l'histoire, qu'il ne fait pas preuve d'empathie ni de sympathie. Alors où va-t-on à partir de là? On a affaire à une personne très différente. Je reconnais à George W. Bush qu'il était véritablement chrétien, au sens où il croyait en Jésus-Christ, au sermon sur la montagne, et ainsi de suite. Trump n'est rien de tout cela. Je suis d'accord avec ça. Mais alors, qui dirige l'Amérique aujourd'hui? Qui est le Cheney d'aujourd'hui, selon vous? Oui, le Cheney d'aujourd'hui, c'est un groupe de personnes. Je pense que cela va d'Elon Musk, qui est maintenant en marge, mais probablement en train d'observer, à Peter Thiel, ainsi qu'à toute une série d'autres personnes comme eux, mais moins visibles, qui gravitaient autour de Roosevelt, surtout au milieu des années 1930, en train de réfléchir à un coup d'État. C'est pour cela que Smedley Butler, le général Smedley Butler, général du corps des marines,
a témoigné devant le Congrès et a déclaré officiellement qu'il avait été sollicité par ces personnes pour devenir leur chef militaire dans le coup d'État qu'ils envisageaient. Les gens oublient cet épisode. Mais Smedley Butler avait reçu 2 fois la médaille d'honneur. Il avait été marine pendant plus de 30 ans. Et soudain, en tant que général 2 étoiles, il a décidé « Je dois avouer et dire la vérité à ces gars du Congrès. » Parce que les dirigeants de ce groupe, et je les appelle des fascistes, et devinez qui en faisait partie? Prescott Bush est venu voir Smedley et lui a demandé de diriger leur branche militaire. Et il est allé directement témoigner devant le Congrès. Eh bien, la dernière question concerne le défilé militaire. Ce n'est pas vraiment une tradition américaine, et cela a été organisé pour que Trump célèbre son anniversaire. Je me demandais ce que vous en pensiez. Y voyez-vous autre chose qu'un peu de narcissisme, une journée pour Trump, ou percevez-vous cela dans un contexte plus large, comme le signe d'un changement au sein du pays? Comment interprétez-vous cela? Il y a 3 points de vue que j'apporterai à ce sujet, surtout en tant que personne qui enseigne cela depuis si longtemps, du moins certaines parties. Les présidents se mettent de plus en plus en scène, avec l'armée derrière eux, sur les photos, dans les lieux publics, et ainsi de suite. Les drapeaux sont là, les anniversaires sont là, les uniformes sont là, parce qu'ils veulent que les gens voient qu'ils sont acceptés par l'armée. C'est le premier point. Et Trump n'est pas différent à cet égard. Le deuxième point, c'est que je pense qu'il cherche, c'est-à-dire Stephen Miller et d'autres associés, je pense que Steve Bannon en fait aussi partie, avec cette suite qui entoure Trump et orchestre des choses comme les émeutes à Los Angeles. Je pense qu'il cherche des âmes sympathisantes au sein de l'armée. Et ils ont Hegseth, qui cherche de très près des âmes sympathisantes dans les rangs, et surtout parmi les officiers généraux et amiraux, le corps des officiers généraux. Troisièmement, ils veulent que ces personnes soient appelables, mobilisables, réactives, de manière positive, lorsque viendra le moment, disons, de mettre en œuvre la loi sur l'insurrection à grande échelle. Je le vois ainsi. Je ne pense pas que la dernière fois que nous avons vécu cette expérience, le 6 janvier, cela a échoué parce que le système a tenu. Je pense que cela a échoué à cause de l'incompétence des instigateurs du coup d'État. Ils ne seront plus incompétents. Et cela fait partie de la trame et de la stratégie pour s'en assurer. Eh bien, j'espère que nous avons atteint le summum de la folie, ou du moins de l'irresponsabilité, une fois de plus, au cours de ces 2 dernières semaines, avec les attaques contre la Russie et l'Iran. Je ne sais pas où nous allons à partir de là. Donc j'espère... Je reviens à Friedman. Attention aux piliers qui pourraient tomber. Oui, nous nous souviendrons effectivement de ces mots. Eh bien, Colonel Wilkerson, merci comme toujours. J'apprécie vos analyses. D'ailleurs, je ne ris pas parce que ça m'amuse. Je ris parce que j'ai 80 ans et que je regarde mon pays se détruire sous mes yeux.